Bon. Bonjour à tous, donc on va commencer, les retardataires se joindront à nous. D'abord, on voulait vous remercier de vous être inscrits aussi nombreux à cet atelier. Donc aujourd'hui, on va parler des questions marque, valorisation de marque, etc. L'idée étant de se poser la question comment faire de sa marque un actif stratégique. Et pour échanger sur ce sujet, nous avons Cécile, Samuel et moi-même. Et Cécile, je te laisse commencer pour te présenter. Bonjour à tous. Cécile Guyot, du coup, avocate au barreau de Nantes en propriété intellectuelle et droit du numérique, cabinet Solvoxia. Je prends la suite. Samuel Verger, je suis donc évaluateur en entreprise, en marque, en brevet, en fonds de commerce, évaluation d'un certain nombre d'objets économiques. Et donc le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui autour de la marque est un sujet en matière d'évaluation sur lequel j'aurai l'occasion de vous présenter quelques éléments. Et donc je représente le cabinet Sycomore Advisory. Et du coup, Anne-Caroline Trinché, donc avocate au barreau de Nantes, cabinet Phronesis Avocat, et je suis fiscaliste. Alors, vous pouvez peut-être vous poser la question de pourquoi est-ce qu'on vous a proposé cet atelier et surtout pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir un atelier avec un expert en pays, un expert en valo et une fiscaliste, qui est un mélange un petit peu atypique quand on parle de marque. Mais en fait, si on vous a proposé ce webinaire, c'est qu'on s'est rendu compte à l'aune de différents dossiers qu'on a pu traiter de manière coordonnée à deux ou à trois autour de la table, qu'il y avait des sujets que l'avocat en pays pouvait traiter potentiellement en n'ayant pas les éléments fiscaux qui pourraient impacter, que le fiscaliste pouvait traiter des sujets sans avoir les éléments en matière de valo, et l'expert en valo faire une valo sans forcément pouvoir maîtriser l'ensemble des enjeux liés au fond de la fiscalité. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un retour d'expérience sur comment gérer ces sujets de manière globale et quels étaient les enjeux à anticiper dans chacune des matières pour que vous puissiez traiter du sujet de manière complètement sécurisée. Et pour ce faire, on vous a prévu une approche un peu en mode question. Donc, sur les premiers points, qu'est-ce qu'une marque? Comment exploiter une marque? On est plus sur reposer un peu les bases pour être sûr que tout le monde parle bien de la même chose. Ensuite, on se pose de la question, pourquoi est-ce qu'à un moment dans la vie d'une entreprise, on peut chercher à affecter à une valeur à une marque et comment on va la déterminer? Et enfin, quelles sont les structurations qu'on peut envisager en fonction des objectifs qui sont recherchés pour être dans une situation qui est sécurisée. Sandrine vous l'a mis dans la discussion. Vous pouvez poser des questions au fil de l'eau dans le chat. On les abordera principalement en fin de webinaire. On aura un temps d'échange. Ça n'empêchera pas s'il y a une question qui est directement, qu'on peut traiter soit directement en live, on va me dire, et pas attendre la fin qu'on la traite. Mais ne vous inquiétez pas si on ne la traite pas de suite. On refera un petit tour à la fin. Et je laisse la parole à Cécile. Merci pour cette Qu'est-ce qu'une introduction. marque? Eh bien, qu'est-ce qu'une marque? Donc avant de parler de la valeur de la marque à proprement parler, en bon juriste, on va commencer par poser le cadre et voir ensemble ce que la notion de marque recouvre concrètement, parce que c'est une notion qui est à l'acception, qui paraît simple, mais qui peut couvrir en fait des réalités multiples dont tout le monde n'a pas forcément connaissance. Et on va passer en revue ce qu'il faut avoir en tête pour avoir une marque qui soit juridiquement forte et du coup qui aura potentiellement d'autant plus de valeur. Alors, bon, on va commencer simplement. Que nous dit le Code de la propriété intellectuelle sur le sujet? Le Code de la propriété intellectuelle nous dit que la marque de produit ou service est un signe qui sert à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire. Donc, en fait, dans cette définition, ce qu'il faut retenir, c'est que on a posé là la fonction essentielle de la marque qu'il faut bien avoir en tête parce qu'en fait, c'est un peu le nerf de la guerre en matière de marque. C'est que la marque, c'est un signe qui permet, donc je reprends, de distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Donc, concrètement,
Pour qu'un signe puisse être valablement déposé, enregistré et exploité à titre de marque, il faut en réalité qu'il constitue un véritable signe de ralliement de clientèle. Donc pour le consommateur, quand on est en B2C, ou pour le public professionnel visé si on est en B2B. Donc ça veut dire concrètement que quand je vois la marque, c'est une garantie d'origine, des produits et services. Très concrètement, moi, en tant que consommateur, quand je vois des produits, chlorophylle et quand je vois des produits Biocoop, je sais exactement, de quoi il s'agit et qui il y a derrière. Sur un terrain peut-être un peu moins bio, si je vois, McDonald's et Burger King, si je vois un produit qui est estampillé quelque chose King ou Mac quelque chose, je me doute bien de la personne qui propose les produits estampillés de la marque. Donc voilà pour ça, c'est vraiment important à garder en tête d'un point de vue juridique, c'est un signe de ralliement de clientèle. Une fois que que j'ai déposé ma marque, j'ai une protection pour 10 ans qui est renouvelable pour des tranches successives de 10 ans et potentiellement de manière infinie. Ce qui distingue du coup les marques des autres droits de propriété intellectuelle qui proposent une protection qui sera finie dans le temps. Là, c'est potentiellement infini. Alors là, je mets juste un warning pratico-pratique, c'est que quand on a une marque, il faut savoir que l'INPI ne nous rappellera pas l'échéance. Donc quand on est dans une entreprise qui a une ou plusieurs marques, si c'est un interlocuteur spécifique qui est désigné pour s'occuper de la gestion des portefeuilles, si d'aventure il s'en va, il va falloir peut-être réfléchir à un outil de gestion interne, ou en tout cas une méthodologie de gestion interne de ces échéances, ou alors à externaliser ce sujet-là. Mais ça, c'est un point important parce que l'INPI ne rappelle pas le délai. Et si on perd la marque, on perd l'antériorité qu'on avait sur son nom et ça peut être un petit peu gênant. Quand je vous disais que le terme marque, il est bien connu, je vais vous montrer en fait qu'il y a une diversité de signes qui peuvent constituer un élément de ralliement de clientèle, et c'est une diversité à laquelle on ne s'attend pas nécessairement. Concrètement, il y avait une partie des marques, certaines typologies de marques étaient déjà possibles avant 2019, mais concrètement, c'est avec la loi Pacte de 2019 que l'INPI est venu rajouter dans ses formulaires des typologies de marques qu'on n'avait pas auparavant. Donc là, vous voyez, je vous ai reproduit en fait les dépôts qu'on peut faire sur le site de l'INPI. On nous parle de marques verbales, ce qui est assez classique. On nous parle aussi de marques figuratives, de marques figuratives, donc oui, logo, je vais vous donner un exemple, de marques tridimensionnelles. Donc là, c'est quand on protège en fait la forme d'un produit en ce que la forme constituera un signe de ralliement de clientèle. Exemple très classique, je vois une bouteille de Perrier, une bouteille d'Orangina, j'ai même pas besoin de voir la marque, je sais ce qu'il y a dedans comme produit. On nous parle aussi de marques hologrammes, de marques de motifs. Alors les marques de motifs, parfois ça interroge. On est souvent en matière textile sur des sujets de dentelle, etc. Alors je vais vous donner quelques exemples concrets pour vous montrer un peu le champ des possibles. Ça, c'est le classique. On est sur une marque qui est déposée pour des produits de restauration et c'est une marque verbale, donc Josie pour probablement, je n'ai pas été chercher plus loin, mais un restaurant. Euh, Autre exemple, là on a une marque figurative. Ici, c'est déposé pour des services, des produits divers et variés, produits et services, meubles, mobilier, vêtements, etc. Et on est sur un logo. Donc, c'est pour montrer que le logo, il a un pouvoir d'identification qui est fort. On a plein d'exemples qu'on connaît bien. Par exemple, Nike avec sa virgule, Puma avec l'animal considéré. Donc, il faut savoir qu'un élément purement figuratif peut constituer un signe de ralliement de clientèle et peut-être le signe de ralliement de clientèle dans certains cas pour une entreprise. Autre exemple, alors là, c'est histoire de montrer un petit peu le champ des possibles aussi. Tout ça, c'est des marques qui ont été enregistrées. Une marque multimédia, c'est pour de la planification et préparation de mariage. Donc là, en fait, le périmètre de protection porte à la fois sur l'élément graphique tel qu'on le voit, mais et également sur le mouvement de l'élément graphique. Ça veut dire très concrètement que demain, j'ai cette marque-là. Si quelqu'un a un élément graphique qui ressemble un peu, mais qui n'est pas strictement identique, mais qui présente un mouvement qui est le même, potentiellement, ça peut constituer de la contrefaçon. Alors bon, il y a des subtilités parce qu'on a multimédia, marque de mouvement, etc. Des fois, c'est un peu dur de faire la part des choses sur ces sujets-là, mais voilà pour un exemple. Autre exemple, c'est les marques sonores. Donc là, je pense, j'espère qu'on va l'entendre. Je pense que celle-là vous parlera pour du matériel informatique.
pense que tout le monde connaît ce signe-là. On pense aussi à des jingles bien connus comme celui de Netflix ou celui de la SNCF. Très clairement, c'est un sujet dont je pourrais parler des heures, mais c'est pas du tout le sujet. Parce qu'il y a une jurisprudence en fait très très abondante sur ce sujet-là pour savoir quelle durée, quel type d'éléments sonores peut être protégé à titre de marque, etc. Mais aujourd'hui, ça commence ça rentrer de plus en plus dans les, je veux dire dans les mœurs, je ne sais pas si c'est le mot, je crois pas que ce soit le mot, mais on enregistre dans les habitudes. Merci beaucoup. Donc voilà, et dernier exemple, non, on s'arrête là. Dernier exemple, c'est une marque de position. J'aurais pu mettre la marque Louboutin. J'en ai mis une autre sur des souliers, des chaussures. Là, en fait, ce qui est protégé, c'est pas la forme du tout de la chaussure, c'est la ligne et la position du logo précisément sur la semelle de la chaussure. Donc voilà, marque de position, ça peut constituer un signe de ralliement de clientèle. Quand on parle de Louboutin, on voit exactement. Donc voilà pour un petit panorama non exhaustif de ce qui est possible. Il faut savoir que c'est le champ des possibles et qu'il est très ouvert et à mon sens, il le sera d'autant plus le temps allant. Très clairement, l'INPI est aujourd'hui encore un petit peu frileux sur certaines typologies, certaines typologies de marques. Je pense par exemple aux marques de couleurs, aussi sur les marques tridimensionnelles, donc les formes de produits. Et en fait, ce que retient l'INPI généralement, c'est de dire bah non, ça ne constituera pas un signe de ralliement clientèle puisque les gens ne vont pas comprendre que c'est une marque. Alors parfois, à mon sens, ça c'est une opinion personnelle, mais l'INPI tient ces positions-là parfois à raison sur des marques tridimensionnelles ou sur des slogans, on va y venir. Parfois un petit peu moins. Moi, je me souviens d'une affaire dans laquelle on avait une carte touristique qui était dans un packaging très spécifique où on voyait un élément de la carte, etc. On l'avait déposé à titre de marque tridimensionnelle et il disait oui, bah, c'est un packaging, quoi. Les clients vont pas comprendre que c'est quand on voit ce packaging-là, c'est telle marque pour tel produit qui est proposé. J'étais pas tout à fait d'accord parce que oui, en fait, ce qu'il y avait derrière, c'est qu'il se disait l'apparence des produits, c'est protégé par des dessins et modèles. La marque n'a pas vocation à protéger l'apparence des produits. Bah, en fait, si, c'est un signe de ralliement de clientèle. Et dans ce cas-là, il me semblait que quand on voyait ce produit-là dans les magasins, on était en capacité de voir quelle entreprise était derrière. Mais après, il n'est pas anormal non plus que le marché avance un petit peu plus vite que les organismes d'enregistrement, à mon sens. Donc l'objet de mon propos ici, c'était surtout de vous dire que si vous avez un élément, quelle que soit sa nature, qui constitue un emblème ou qui est un élément très important de l'identité de votre entreprise, en tout cas, je pense qu'il faut se poser la question de la protection au titre du droit des marques. Alors ensuite, on va faire du juridico-juridique. Je vais essayer de faire ça le plus digeste possible. Si on choisit de déposer son signe de marque pour que la protection soit optimale et éviter un rejet de l'INPI, parce on se fait rejeter sa marque au moment du dépôt, ou pour éviter des difficultés en cas de contentieux, parce que le cas classique, c'est j'attaque quelqu'un en contrefaçon de ma marque et en réponse, il soulève la nullité de ma marque pour une des raisons qu'on va voir ici. Donc pour éviter ça, je pense qu'il faut connaître les conditions de validité de la marque, au moins pour avoir quelques petits réflexes. Parce que si la marque elle est finalement annulée, par exemple, c'est potentiellement des coûts importants, des investissements importants qui ont été mis en place qui seront compromis et c'est dommage si ça avait pu être évité parce qu'on connaissait bien les conditions de validité. Alors, juste avant de vous donner les conditions de validité, une toute petite parenthèse, mais qui me paraît essentielle aussi pour comprendre ce qui sera dit ensuite. Je ne sais pas si tout le monde le sait, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà. Quand on dépose une marque, on remplit un formulaire avec le nom de la marque, par exemple Solvoxia, et on désigne en fait des produits et services qui seront offerts, non, qui sont proposés en tout cas sous ce nom. Et en fait, ces produits et services, ils sont rangés dans une classification. On appelle ça la classification Nice. Donc concrètement, je vends des vêtements, je vais déposer Solvoxia en classe 25 pour des vêtements. Si je propose des logiciels, je vais déposer Solvoxia en classe 9 pour des logiciels. Si je suis une agence de publicité, je vais déposer Solvoxia en classe 35 pour de la publicité, etc. Et en principe, il y a toujours des exceptions, mais en principe, normalement, si on n'est pas dans le même domaine ou dans la même classe d'activité, on est censé pouvoir coexister, en principe. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de projets de déploiement, vous l'aurez compris. C'est ça. Sauf si on est une marque de renommée, là c'est pas possible. Et comme nous sommes une marque de renommée, on ne peut pas vendre de vêtements sous la marque Solvoxia. Bref, donc ça c'était une petite précision mais qui est importante pour la compréhension de la suite.
Donc là, je vais rentrer directement dans les 4 conditions. Il y en a 2 qui me paraissent plus essentielles à connaître que les autres, c'est la distinctivité et la disponibilité. Alors sur la distinctivité, il y a 2 pans. Il y a, ce que j'appelle la distinctivité intrinsèque, c'est-à-dire concrètement, c'est la capacité qu'a un signe à être perçu, par le consommateur comme un signe de ralliement de clientèle. Il y a un contentieux, assez important sur le sujet, par exemple, sur, des dépôts de noms qui sont utilisés par ailleurs dans le langage courant et pour lesquels notamment l'INPI, mais les juridictions en cas de contentieux, vont venir dire: «Bah non, en fait, c'est utilisé par tellement de personnes que personne, quand il voit ce mot-là, va se dire: "Ah bah tiens, c'est une marque"». Je pense, à un contentieux sur quelqu'un qui avait déposé la marque LOL. Et l'idée derrière est en fait toujours assez logique, puisque les règles de droit ont une logique. L'idée, c'est de dire, vous ne pouvez pas vous arroger de monopole sur l'utilisation d'un nom qui est nécessaire pour les autres opérateurs économiques dans leur domaine ou globalement que tout le monde peut utiliser dans la vie courante. Il y a aussi un contentieux, donc ça c'est un point important, il y a un contentieux très important, en cette matière, en fait, sur les slogans. J'ai emprunté un exemple, privilégier la qualité, par exemple, il y a fort à parier qu'un tel slogan, serait considéré comme non distinctif, par l'INPI, et seulement comme une promesse publicitaire, en fait. Alors c'est un sujet compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un sujet compliqué parce qu'au moment du dépôt, on voit bien qu'il y a certains slogans qui n'ont pas cette fonction encore de signe de ralliement de clientèle et pour autant un slogan peut parfaitement devenir extrêmement distinctif. Si je vous dis: «Nous c'est le goût, à fond la forme, la vie, la vraie, venez comme vous êtes», toujours dans le bio, le dernier, on sait de quoi on parle. C'est un signe de ralliement de clientèle. Donc voilà. Alors petite, pour achever ce propos-là, il y a un gros contentieux là-dessus. Il faut savoir quand même que si la marque passe à l'enregistrement, par exemple un slogan, qu'il est peu distinctif ou assez évocateur des produits et services, on peut se «raccrocher aux branches» entre guillemets en cas de contentieux en invoquant ce qu'on appelle l'acquisition d'une distinctivité par l'usage intensif qu'on aura été fait. Nous, c'est le goût, venez comme vous êtes, et cetera. S'il y a un contentieux en justice qui est initié, par exemple, par McDonald's sur ce sujet-là, en défense, moi je dirais: «Bah oui, mais en fait, votre marque elle est nulle parce que en fait c'est pas un signe de ralliement de clientèle, c'est un slogan qui sera pas perçu comme tel» et ça peut être: «Bah oui, au départ c'était peu distinctif, mais désormais par l'usage intensif qui en a été fait, elle a acquis la distinctivité par l'usage». Ensuite, on a ce qui s'appelle la distinctivité extrinsèque. Si je simplifie à gros traits, il ne faut pas que la marque, elle décrive les produits et services. Quand je dis la marque, il ne faut pas que ça évoque trop facilement ce qu'il y a derrière. Des exemples simples, mon DPO pour des services de DPO externalisés, ça pourrait être mon petit soulier pour vendre des chaussures en ligne, et cetera. L'idée, c'est absolument pas de dire dans des cas comme ça, c'est pas d'avoir un jugement marketing sur la valeur de la marque, là, pour le coup, mais c'est pour dire que si on a une marque qui est très évocatrice des produits et services, sa robustesse juridique va nécessairement, en être impactée. L'exemple classique, et c'est pour dire que j'ai pas de jugement, marketing, parce que des fois une marque très évocatrice sera extrêmement intéressante sur le marché, c'est, vente privée. Vente privée, il y a eu une saga judiciaire pas possible et justement le sujet c'était, ils avaient attaqué en contrefaçon Showroom Privé qui en défense disait: «Bah oui, mais votre marque elle est nulle parce qu'en fait, bon, vente privée pour faire des ventes privées, vous m'excuserez mais c'est pas extrêmement, distinctif» et finalement, même sujet que celui que j'ai évoqué tout à l'heure, ils ont dit: «Bah en fait, si je résume, distinctivité par l'usage, ils ont dit: «Mais en fait, notre marque, elle est tellement connue aujourd'hui que c'est un signe de ralliement de clientèle». Donc, et alors je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont devenus VP derrière, outre les sujets des GCCRF qu'ils ont eus. Mais bon, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que pour des marques comme celle-là, on pourra se plaindre d'une imitation par un tiers que si on est vraiment sur quelque chose de très, très approchant. Donc on aura un périmètre de protection, si la marque passe, qui sera beaucoup plus restreint. Donc quand on va pour, déposer sa marque, il faut quand même se demander, en fonction si elle est très descriptive ou très fantaisiste, est-ce qu'il est opportun de déposer ou pas? Ce qui me permet de faire une parenthèse qui était prévue, donc c'est pas des digressions. C'est que si jamais il est décidé pour cette raison-là, par un caractère descriptif ou parce que je n'ai pas pensé à déposer, ma marque, si jamais je me retrouve en fait, sans marque, à un moment donné, faut savoir que c'est pas un drame. On peut avoir des droits sur son nom via, le fait, d'avoir une dénomination sociale ou un nom de domaine qui est exploité dans le cadre de notre activité. Et depuis la loi Pacte, on peut opposer les droits qu'on a sur le nom de sa société et sur son nom de domaine, sous certaines conditions bien évidemment, on peut les opposer à un tiers qui déposerait une marque postérieurement.
Donc, même chose d'ailleurs, si on parle d'un logo, on peut très bien invoquer des droits d'auteur sur le logo s'il n'a pas été déposé à titre de marque. C'est pas grave, on pourra toujours faire le travail s'il est original. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut vivre sans marque, mais à mon sens, la question doit toujours se poser. Et idéalement, si on vit sans marque, il faut que ça découle d'un choix et que ce soit pas subi. Donc voilà pour ce point-là. La deuxième condition, je vais aller très rapidement dessus parce que pour moi c'est un peu de bon sens, c'est la licéité. Je vais pas détailler tous les éléments, mais bon, en gros, le principal c'est ordre public et bonnes mœurs. Et on a aussi toute une partie sur le fait qu'on peut pas déposer des emblèmes et des drapeaux. Bon, public et bonnes mœurs, je vous ai donné quelques exemples. L'exemple, moi je trouve extrêmement classique, c'est quelqu'un qui a essayé de déposer Je suis Charlie pour des vêtements en classe 25. Bah là, l'INPI s'est dit non, pas cool. On va peut-être pas faire de l'argent sur le dos d'une expression et d'un événement malheureux et d'une expression qui doit rester libre à tous d'usage. Donc c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Ensuite, la disponibilité, troisième condition. Ça, c'est la deuxième que j'aurais peut-être dû les mettre dans l'ordre d'ailleurs. Mais distinctivité et disponibilité, pour moi, c'est vraiment les gros sujets qu'il faut avoir en tête. C'est avant d'adopter un nom, que ce soit d'ailleurs pour ma société, que ce soit pour déposer à titre de marque, que ce soit pour avoir juste un site vitrine, il faut vérifier que le nom est disponible, c'est-à-dire il faut vérifier que personne n'a déjà un nom qui est identique ou similaire pour une activité. Là, je reviens sur mes histoires de produits et services, pour une activité qui est identique ou similaire, bien évidemment. Euh, le risque qu'il y a derrière est bien évidemment que si on ne s'enquiert pas de ça, et nous on voit souvent le cas, c'est qu'on développe, on se retrouve 5 ans plus tard. Quand on commence à avoir un peu de visibilité, on est aussi visible des concurrents. Du coup, on se prend une mise en demeure en disant, bah, il n'y a qu'un problème, en fait, c'est que vous avez exactement le même nom pour exactement la même activité, ou alors on est sur de la similarité. Bah, on vous remercie de bien vouloir arrêter, etc. Et dans ces cas-là, on se retrouve potentiellement, si on n'arrive pas à négocier, on se retrouve potentiellement dans un cas où il faut refaire toute sa communication, changer de nom de domaine, changer les adresses mail. Les conséquences sont extrêmement importantes. Euh, et je dirais ça aussi, mais donc il faut vérifier la disponibilité de son signe en faisant des recherches d'antériorité en France. Et si on a des velléités à l'international, dans ces cas-là, il faut aussi faire des sondages sur les pays d'intérêt pour exploiter sa marque. Et d'ailleurs, si on va à l'international aussi, il faudra se poser la question de est-ce que mon nom veut dire quelque chose dans les autres langues pour des sujets de descriptivité ou de licéité. Donc voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite. J'essaie de ne pas prendre trop de temps. J'ai presque terminé. Euh, Dernière condition, la marque ne doit pas être trompeuse. Pareil, je ne rentre pas dans le détail. Delicatessen, caviar Paris pour vendre des œufs de poisson qui ne sont pas des œufs d'esturgeon. C'est pas OK. Mais ça, c'est presque du bon sens aussi, à mon avis. Donc voilà, tout ça c'est important pour avoir une marque qui sera forte juridiquement, ce qui ajoutera de fait nécessairement, sauf erreur de ma part, à sa valeur. Dernière précision, ça vaut le coup aussi de bien réfléchir à se faire accompagner pour le dépôt de la marque à proprement parler, pour s'assurer qu'elle vise bien tous les produits et services qu'on entend exploiter à l'avenir, mais qu'elle ne vise que les produits et services que j'entends exploiter à l'avenir. C'est pas un cas d'école parce que si on dépose trop largement, on se met en risque à l'égard de tiers, un peu inutilement. Et si on dépose de manière trop restrictive, on peut pas étendre notre dépôt par la suite. Je vais donner un exemple concret. La classe 35, c'est pour des services de publicité. Il y a plein de gens qui viennent nous voir en disant, bah oui, mais j'ai déposé, je me suis mis en demeure, etc. Et en fait, ils ont déposé service de publicité, mais par exemple, c'est des avocats, ils disent, bah oui, mais alors, je peux prendre l'exemple des avocats parce qu'on a des règles sur la publicité. Mettons, je vends des chaussures en ligne. Ben oui, mais j'ai déposé en classe 35 parce que je fais de la publicité pour vendre mes chaussures. Non, la classe 35, c'est quand on est une agence de publicité. Donc, il faut faire attention à la manière dont on dépose sa marque. Donc, une marque de valeur, c'est une marque qui est bien déposée. Sur ce sujet-là, c'est ce que je dirais. Donc, il faut faire attention à tous ces éléments-là. Il faut ensuite savoir que le droit des marques répond au principe de territorialité qui est assez simple, hein. On est protégé sur le territoire sur lequel on a déposé. Je dépose en France, je suis protégée en France. Donc demain, il y a quelqu'un qui utilise la même marque que moi pour la même chose en Italie et j'avais envie d'aller en Italie après. Eh bien, potentiellement, s'il a déposé, si je n'ai pas été sur le territoire italien avant lui, eh bien, je suis coincée. Ce qui veut dire, là, je vais aller assez rapidement, mais ce qui veut dire que quand
quand j'ai un enjeu d'exploitation à l'international, il y a vraiment un enjeu stratégique à se poser. Est-ce que je dépose en France? Alors, oui, évidemment. Dans l'Union européenne ou des marques nationales dans les pays qui sont d'intérêt pour moi? Est-ce que je dépose dans mon délai de priorité de 6 mois? Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des délais de priorité qui permettent de s'assurer d'avoir la date de dépôt français pour les extensions à l'avenir. Mais en tout cas, si on a des sujets, un gros sujet à l'international, il faut se le poser au moment où on dépose. Il ne faut pas attendre trop longtemps après. Peut-être une petite question, on passe sur la système d'après. Il n'y a pas une condition pour que la marque soit valide, il faut qu'elle soit exploitée, sinon on peut... Si. C'est que il y a un risque de déchéance pour non-usage, c'est-à-dire je dépose ma marque pour des produits et services que je n'exploite pas ou que ma marque, je ne l'exploite pour rien du tout. Passer un délai de 5 ans, on peut soulever la déchéance pour non-usage. Alors, c'est pareil, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, c'est possible de faire cette demande-là devant l'INPI et c'est un outil qui est qui est très utile si quelqu'un m'oppose des droits sur une marque alors qu'il n'exploite pas pour la même chose que moi, donc il le fait juste pour me bloquer. Mais c'est un outil qui est très très utilisé, ce que je déplore un peu, par les conseils notamment, quand il y a une action en justice, comme c'est un travail d'archéologie énorme d'aller démontrer qu'on exploite bien sa marque, il faut des factures, il faut des bons de commande, il faut des conseils sur site internet d'huissier, etc. Et ben, il n'est pas rare qu'on envoie une mise en demeure à quelqu'un, on fait une action, il dit ouais, bah alors fais gaffe parce que sinon je vais te faire une action pour déchéance et ça va te prendre un temps fou et de l'argent fou. Bon, bref. Mais oui, exploitez votre marque parce que sinon il y a un risque de déchéance pour non-usage. Oui, on ne dépose pas une marque juste pour la déposer, il faut Non. l'exploiter si on veut qu'elle soit Et on ne profitable. dépose pas une marque LG parce qu'on s'est rendu compte qu'LG n'a pas déposé sa marque pour essayer de lui vendre $1 million non plus. Ça, c'est pas possible. Ça arrive des fois, mais ça, c'est un dépôt de mauvaise foi. Donc, Question maintenant pour Anne-Caroline. Deuxième question, comment est-ce qu'on exploite sa marque? Ah, comment on exploite sa marque? Ben, je pense que c'est Cécile qui va commencer. Vous allez vous dire que je parle tout le temps, mais Elle fait ça, c'est la fin. juridique et moi, je vous ferai l'opérationnel derrière. Je vais faire En fait, ça c'est assez. L'exploitation d'une marque, ça se fait soit en direct par le titulaire de la marque, donc j'appose ma marque sur mes produits ou je propose mes services sous ma marque, ou alors indirectement en mettant en place des licences avec contrepartie financière, donc des redevances. Donc là, on arrive dans le sujet de la valorisation, comment je fixe mes redevances, et on peut aussi céder totalement ou partiellement sa marque. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que je crois que sur les schémas opérationnels, Anne-Caroline, tu vas nous détailler un peu plus avant les modèles de chaque schéma là, que je viens d'évoquer. Ouais. Exactement. Donc, comme l'a dit Cécile, on peut exploiter soit directement, soit indirectement sa marque. Et on vous a mis les principaux schémas qui peuvent illustrer. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais c'était pour que tout le monde ait un peu en tête ça. Donc, une marque, elle peut être... Alors, pour vous expliquer les schémas, quand on a fait l'étoile marque et qu'elle est posée sur une case, c'est que c'est cette société-là qui est propriétaire de la marque, c'est-à-dire qu'il l'a déposée. Donc, une société qui fabrique et qui distribue des produits va faire son exploitation de marque en direct. Elle va pouvoir donc utiliser la marque qu'elle détient pour la poser sur les produits qu'elle fabrique et qu'elle distribue et les vendre à ses clients finaux. Dans un deuxième modèle, on peut imaginer qu'on ait une société qui commercialise des produits, mais qui n'est pas d'activité industrielle et elle sous-traite la production. Dans ce cas-là, on a le sous-traitant de production qui va vendre ses produits à la société qui détient la marque et la société qui détient la marque va pouvoir céder ses produits aux clients finaux. Ce qui est important de voir ici, c'est qu'on a bien la marque qui appartient au distributeur. Le distributeur n'a pas besoin de donner au sous-traitant une licence pour exploiter, pour apposer la marque sur les produits qu'il fabrique en sous-traitance. Il va lui donner le droit d'apposer la marque, mais ce n'est pas un droit pour le sous-traitant d'utiliser de manière individuelle, on va dire, la marque. Il ne peut l'utiliser que dans le cadre de son activité de fabrication en sous-traitance. Et enfin, sur le troisième schéma, on peut imaginer, là on est dans le sens inverse, qu'on est une société industrielle qui fabrique un produit sur lequel elle appose une marque et qui va en confier la distribution à des distributeurs qui eux-mêmes vont vendre à leurs clients finaux. Dans ce schéma-là, il nous est souvent posé la question de est-ce que la société qui a fabriqué le produit et qui détient la marque doit donner une licence de marque à la société qui va distribuer les produits. On se retrouve ici dans le sens inverse du schéma d'avant. La réponse est donc non, il n'est pas nécessaire que le producteur donne une licence de marque
au distributeur, puisque le distributeur n'a pas le droit d'utiliser la marque pour la poser sur des produits autres que ceux qu'elle achète au producteur. Néanmoins, on peut, dans le contrat de distribution, prévoir que le producteur donne à titre gratuit le droit au distributeur d'utiliser la marque pour faire la promotion des produits. Donc là, on est dans des cas où on est vraiment en exploitation directe et on n'a pas de nécessité de mettre en place des licences pour donner le droit soit au sous-traitant d'apposer la marque sur le produit, soit au distributeur de distribuer des produits qui comportent déjà le nom de la marque. Donc là, on est vraiment sur des schémas d'exploitation en direct. Si on va sur les schémas où on a une exploitation qui est indirecte, donc dans ce cas-là, on voit bien que ce n'est ni le producteur ni le distributeur qui détient la marque. On peut imaginer que ça soit le dirigeant de la société, parce qu'il a déposé la marque en son nom propre, soit une société tierce qui n'est pas en lien avec les sociétés dont l'activité est décrite ici. Et donc l'idée, c'est de se dire que si je suis producteur ou distributeur et que je veux utiliser une marque qui ne m'appartient pas, une marque qui aurait déjà été déposée par un tiers dans une gamme et sur un territoire qui est similaire à celui pour lequel moi je souhaiterais exploiter la marque, eh bien il faut que j'obtienne le droit de ce tiers d'utiliser la marque. Et donc, un peu comme le schéma d'avant, soit on va aller la chercher parce qu'on est producteur-distributeur, donc on va obtenir la licence de marque à ce niveau-là, soit on est un distributeur, on n'a pas d'activité de production, on sous-traite la production, pour autant il va falloir qu'on obtienne une licence de marque auprès du titulaire, et enfin sur le dernier schéma, au niveau du producteur. Donc on est sur des schémas qui sont assez classiques. Et enfin, on a le schéma où on va parler de la question de la cession de la marque. Potentiellement, il y a une marque qui a été déposée par un tiers qui l'exploite, mais vous pourriez avoir un intérêt à l'exploiter aussi, et vous pourriez aller chercher, si on est sur le schéma de gauche, à acheter cette marque. Le tiers pourrait avoir un intérêt à vous la céder complètement parce que lui se dit que il n'a pas d'intérêt, il n'a plus d'intérêt à l'exploiter directement et il aurait plus un intérêt économique à vous la céder. Donc là, on est sur la partie gauche. Et puis, sur la partie droite du schéma, qui est un petit peu plus compliqué, mais c'était vraiment pour vous illustrer, c'est des cas qu'on a déjà vus. Vous avez une société qui a déposé une marque, qui l'a déposée au niveau mondial et qui l'exploitait à la fois sur des produits et des services et qui décide de se recentrer sur une activité plus spécifique et qui, du coup, se dit, peut-être que j'ai pas l'intérêt de continuer à exploiter moi cette marque directement et je vais en céder une partie. Alors ça paraît bizarre parce que quand on se dit une marque, c'est un nom, mais comme vous l'a dit Cécile, une marque c'est un nom ou un logo et je suis très très réductrice quand je dis un nom. Cécile me regarde avec des grands yeux. Non, je souris. Mais qui est déposé, on l'a dit, sur des gammes et sur un territoire. Donc potentiellement, on pourrait se dire que dans mon organisation, il n'est plus pertinent que ça soit moi, société productrice, distributrice, qui exploite la marque sur une zone géographique mondiale. Et donc, je vais céder le droit d'exploiter la marque sur mes produits sur une zone géographique qui est celle que je ne desserre plus. Ou sur la partie basse du schéma, se dire, moi, je vais l'exploiter sur des produits. Il y a peut-être des services qui peuvent être vendus en parallèle sous cette marque-là aussi. Je décide de ne plus l'exploiter et donc je vais céder le droit d'exploiter ma marque sur ces services-là. Juste un exemple peut-être aussi, c'est là qu'on voit que la cession et la licence, des fois, la frontière, elle est ténue. Je pense à un cas dans lequel il y avait, alors ça fait vraiment grand écart dans les domaines, mais une marque pour des drones, et il y en a un qui dit, en fait, on va être co-titulaire. Moi, mon domaine, ça va être l'événementiel pour les ciné-scénies, etc. Et l'autre, ça va être pour tout ce qui est sécurité, pour les infrastructures, etc. Donc on peut se dire, tiens, sous le même nom, c'est un peu bizarre, mais en fait, comme c'est des marchés très cloisonnés, finalement, ça fonctionnait bien aussi. Mais dans ce cas-là, il faut un règlement de copropriété, etc. Mais c'est typiquement aussi des cas qui peuvent exister, quoi. Et alors, du coup, on va se poser la question de qu'est-ce qui va faire finalement la différence entre pourquoi je ferai qu'est-ce qui me permet de faire une exploitation directe versus une exploitation indirecte? Qu'est-ce qui fait que je vais avoir intérêt à négocier une licence ou intérêt ou
parfois obligation à négocier une licence ou plutôt à céder ou à acquérir les droits de la marque. Et ça va dépendre du rôle que vous allez avoir, que la société en question va avoir sur le développement de la marque. Et si on peut passer au slide qui suit, qui je pense illustre bien ce qui va différencier un titulaire, c'est-à-dire qui a la propriété de la marque, soit parce qu'il l'a créée, soit parce qu'il l'a acquise, du licencié, qui est celui qui va uniquement exploiter la marque. En fait, on va aller chercher qui fait quoi en lien avec cette marque-là. Et vous vous rendez bien compte ici, on ne va pas redescendre toutes les lignes, on vous a mis les principales, que le titulaire de la marque, celui qui en est propriétaire, celui qui l'a déposé au niveau de l'INPI ou autres organismes locaux, c'est en fait celui qui est en charge de l'ensemble des fonctions qu'on dit stratégiques en lien avec le développement de la marque. Ce sont toutes ces fonctions qui vont faire que la marque a une valeur. vont faire qu'on va pouvoir retirer une manne financière de l'exploitation de la marque. Et donc, le titulaire, c'est celui qui crée ou qui va créer la marque, qui va définir son nom, le logo, la charte graphique, qui va décider comment l'exploiter, sur quel terrain se positionner, qui va décider comment la protéger, qui va négocier les conditions de l'exploitation avec des tiers et qui va veiller à la protection de la marque. Le licencié, lui, finalement, il a le droit de quoi? Il a le droit de prendre la marque pour la poser sur un produit ou un service, sous réserve que le titulaire lui accorde ce droit et sous réserve d'exploiter la marque dans les conditions qui respectent la stratégie de marque définie par le titulaire. Donc, c'est vraiment ce qui va être hyper important et c'est le point de débat, c'est le point un peu d'achoppement qu'on a eu quand on a échangé entre nous, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans des situations où on a le dirigeant ou la dirigeante de la société qui a déposé la marque au début de la création de sa société, mais finalement, toutes ces fonctions-là qui font que la marque a de la valeur, c'est la société qui les a faites. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on a une personne qui a déposé le titre, donc qui, juridiquement, si on va sur le site de l'NPI, c'est bien elle qui est propriétaire de la marque, mais c'est la société qu'il ou elle détient qui a fait notamment tout le financement de la marque. Et donc, on se pose la question de, c'est bien, c'est qu'on se dit il y a un titulaire juridique, il y a une valeur à la marque, mais potentiellement, ce n'est pas le propriétaire, ce n'est pas celui qui a déposé la marque qui va avoir le droit à retirer des revenus de l'exploitation de la marque. Et du coup, pour achever, avant de passer enfin la parole à Samuel, là, en fait, je vais résumer les 2 slides qui vont suivre pour dire que la question de qui est titulaire, qui est licencié, c'est aussi et comment la marque est exploitée, c'est une question qui est importante à se poser. Alors, des fois, on va voir que dans les faits, en fait, on sait qui est titulaire, qui est licencié, mais il y a des sujets juridiques aussi qui en découlent. Donc, je vais résumer les 2 slides en 2 points, mais le titulaire de la marque, c'est celui qui, si je résume, dans la majeure partie des cas, sera le seul à pouvoir agir en justice pour défendre la marque. Donc, soit qu'il agisse, par exemple, en contrefaçon en justice ou qu'il fasse une action devant les offices concernés, soit qu'il défende la marque dans ce cadre-là. Même s'il est licencié, bon là je vous laisserai parce que je crois que le support vous sera envoyé, même s'il est licencié, peuvent intervenir aussi sous certaines conditions. Mais dans la majeure partie des cas, c'est quand même le titulaire. Et inversement, faut savoir que juridiquement, pourront être assignés en justice tant le titulaire de la marque que le licencié qui l'exploite. Donc il faut aussi dans les contrats tirer bien tous les fils pour être certain que la situation soit la plus équilibrée possible au vu des risques qui pèsent sur les uns et les autres et aussi au vu des investissements du coup qui ont été mis par les uns et les autres. Moi, si je suis un licencié et que j'ai sur beaucoup des fonctions que celles qui sont marquées au-dessus là, peut-être que j'aurais envie de dire non, s'il y a une action, moi j'aimerais bien pouvoir intervenir un peu comme je veux. J'aimerais bien avoir mon mot à dire dans la défense de la marque, etc. Et donc, sujet très important concernant que ce soit cession ou licence d'ailleurs, ça c'est un petit réflexe, mais qui est important, c'est qu'en cette matière-là, tous les actes qui affectent la jouissance et la propriété de la marque doivent être inscrits auprès du registre national des marques pour être opposables au tiers. Ça veut dire que
dès lors qu'on a ce type d'acte, il faut en faire publicité auprès du registre national des marques pour que, notamment dans le cadre d'un contentieux, si je suis licenciée et que j'ai le droit d'agir, bah, je puisse effectivement le faire, sinon ce sera compliqué. Alors, sachant qu'il y a plein de choses jurisprudentielles qui nous permettent en fait de nous raccrocher aux branches quand on se retrouve dans un contentieux où en fait ça n'a pas été inscrit. Et du coup, pour terminer, il faut rappeler que sous réserve d'assumer l'ensemble des fonctions qu'on vient de voir avec Anne-Caroline, le titulaire de la marque, en fait, en principe, donc là, au-delà du sujet juridique, il est seul en capacité de tirer les revenus qui sont issus de la cession d'une marque ou des licences qui ont été consenties. Et si en pratique, en réalité, ces fonctions, elles sont assumées dans la vraie vie par un licencié ou un tiers, dans ces cas-là, il pourrait solliciter l'attribution d'une rémunération en considération de son implication du coup dans la création de la valeur de la marque. Donc voilà pour un petit état des lieux sur le cadre un peu. Maintenant, on va passer au vif du sujet quand même. Première question, pourquoi chercher à affecter une valeur à une marque? Merci Cécile. Donc il y a différentes questions qui se posent autour de ça en fait et qu'on va décomposer de manière progressive. Une première question que l'on vous propose, c'est qu'est-ce qui fait la valeur d'une marque par opposition avec la valeur de l'entreprise représentée par cette marque? Avec deux exemples relativement extrêmes. On a aujourd'hui une marque Apple qui nous dit Kantar, qui est un institut de recherche et d'analyse des marques, qui valorise la marque Apple plus de 1000 milliards de dollars en 2024. Donc, c'est une étude qui est faite annuellement. Donc vous voyez, les sommes peuvent être très significatives. Et là, on est vraiment sur la valeur isolée de la marque Apple et non pas sa valeur d'entreprise qui est encore bien supérieure. Donc voilà, premier élément de réflexion. La marque peut avoir une valeur significative, très conséquente, distincte de la valeur d'entreprise. Donc, ok, très bien, pour Apple, qui est une marque emblématique, très visible, très répandue. Qu'est-ce qu'un acteur local, comme par exemple Faggo? Alors, je ne crois pas que la société soit représentée aujourd'hui dans l'échange et j'espère qu'ils accepteront la discussion à avoir. Je vous propose une réflexion sur la valeur de la marque Faggo. Est-ce que cette marque a une valeur distincte de la société qui produit et distribue ces vêtements, et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que cette marque est ou pas un signe de ralliement de la clientèle, comme l'évoquait Cécile tout à l'heure dans la présentation de ce qui fait la réalité d'une marque. Donc, pour rentrer dans un peu plus de détails sur les plus grandes marques mondiales, donc je vous ai mis ici une présentation du dernier classement donc, de Kantar sur les 10 plus grandes valeurs de marque au monde aujourd'hui, d'après leur étude. Et donc, ce que l'on voit, c'est des grands comptes, très tech, assez connus du grand public, à l'exception toutefois d'Oracle, et puis de Nvidia. Et puis avec des variations en fait très importantes, hein, entre le premier et le 10e, on a déjà un rapport de quasiment 1 à 10. Donc une variation, une différence de valeur de marque très importante d'un acteur à l'autre. Un autre élément intéressant, c'est que selon Kantar, environ 30% de la valeur d'entreprise serait liée à sa marque. C'est des choses que l'on voit de manière régulière. On a aujourd'hui une économie qui est basée sur de plus en plus d'éléments intangibles, incorporels. Hein, ce qui fait la valeur d'une entreprise, ce n'est plus comme dans l'économie du 19e siècle, la propriété foncière, la propriété des murs de son usine. On est dans une économie de la connaissance, de la donnée, et dans ces problématiques de ralliement de clientèle, d'identité personnelle. Donc voilà un premier ordre de grandeur, mais en vous disant d'emblée, attention, c'est pas réplicable, c'est une manière de vous inciter à vous poser la question. La valeur, elle peut être vraiment significative. Néanmoins, il nécessite de regarder de près de quoi il s'agit. Et attention aussi, toute entreprise a un nom, mais ce nom n'est pas forcément connu du grand public. Et donc, je pense notamment aux problématiques de marque ombrelle, avec par exemple un acteur comme Lactalis, qui est connu de ses fournisseurs, de son écosystème, et dont les consommateurs ne savent pas forcément qu'ils achètent des produits Lactalis. Donc attention à cette problématique. La valeur de marque, elle est vraiment associée à ce fameux signe de ralliement vis-à-vis de la clientèle.
Maintenant qu'on s'est dit ça, effectivement, on a une différence entre la valeur d'entreprise et la valeur de marque et on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'on se pose la question et à quel moment on doit se poser la question de savoir si notre valeur a une marque? En fait, connaître la valeur d'une marque, ça peut être essentiel à différents stades de la vie d'une entreprise. On en a pris deux situations qui sont celles qu'on rencontre le plus souvent où effectivement il y a cette question-là. Ça va se retrouver à l'occasion d'une levée de fonds, une opération de refinancement. Pourquoi? Parce que pour pouvoir justifier de la valeur d'une entreprise, il va falloir pouvoir la décomposer. Et on va la décomposer, comme disait Samuel, avant on avait un site de production, on avait des machines-outils, on avait des choses comme ça. On faisait la somme de la valeur de tout ça, ça nous faisait une valeur globale d'entreprise. Aujourd'hui, effectivement, les incorporels ont de plus en plus d'importance. Et en fait, dans le bilan d'une société, la valeur de la marque, elle ne va apparaître que dans une condition, c'est si vous l'avez acquise auprès d'un tiers. Et elle va apparaître à la valeur d'acquisition. Vous n'allez pas pouvoir, dans votre bilan, réévaluer la valeur de votre incorporel. Et donc, quand vous allez échanger avec des investisseurs ou des prêteurs, il va falloir que vous puissiez justifier de la valeur de l'entreprise que vous avez définie en prenant en compte la valeur de la marque si vous deviez envisager de la céder. Et ça nous fait le lien derrière, c'est que si demain vous deviez apporter ou céder une marque à une entreprise, il va falloir que vous puissiez, ou céder votre entreprise, il va falloir que vous puissiez identifier la valeur qui est liée à chaque actif pour pouvoir non seulement justifier la décomposition lorsque vous allez négocier, mais d'un point de vue plus purement pragmatique et fiscal, suivre la valeur de vos actifs et de manière différenciée en fonction de la nature de l'actif pour pouvoir justifier des différents traitements comptables et fiscaux que vous allez réaliser. Et un moment de la vie aussi où on va se reposer la question et on va revenir sur les situations qu'on a rencontrées, c'est une société qui cherche à faire rentrer un investisseur à son capital et l'investisseur lui fait remarquer que oui, pourquoi pas, mais par contre, le préalable nécessaire, ça serait bien que la société détienne la marque sous laquelle elle exploite ses produits, marque qui a pu être déposée soit par une autre société du groupe, soit par le fondateur de la société. Et donc, à l'occasion de cette levée de fonds ou ce refinancement, eh bien, une des conditions qui va être posée va être d'apporter ou de céder, ou en tout cas de localiser dans la société qui va bénéficier de la levée de fonds, ou sa structure au-dessus, la marque. Et donc, on va se poser la question de comment est-ce qu'on valorise cette marque. Et là, c'est à Samuel qu'on va faire appel. Comment est-ce qu'on a une valeur? D'où est-ce qu'elle vient et après, comment on la valorise? Donc vous l'aurez compris, la valeur de la marque, ce n'est surtout pas le montant qui est inscrit dans sa comptabilité. La comptabilité française vise avant tout à payer l'impôt et non pas à présenter la valeur économique des différents actifs exploités par l'entreprise, ni la présentation de la valeur de l'entreprise prise dans son ensemble. Il faut donc réfléchir plus loin que ça. Ce qui fait la valeur de la marque, et on rejoint pleinement les premiers développements de Cécile sur ce fameux signe de ralliement. Ce signe de ralliement, qu'est-ce qu'il produit? En fait, ce signe de ralliement, il va y avoir deux effets, un effet volume, un effet prix. L'effet volume, c'est quoi? C'est la capacité de la marque à prédisposer les consommateurs à privilégier cette marque plutôt qu'un autre, et donc à permettre à la marque de vendre plus de produits, sans distinction de prix, plus de produits qu'un compétiteur. Ou bien, deuxième effet, l'effet prix, à payer plus cher pour un produit similaire et très comparable. Et donc tout ça, évidemment, en se basant uniquement sur des perceptions, au-delà des qualités intrinsèques des produits ou des services vendus. C'est vraiment l'attente et l'espérance du consommateur, de l'utilisateur, dans des situations B2B, des produits et services. Je m'attends à tel niveau de qualité des produits et donc une manière facile de la retrouver, c'est d'aller chercher un produit, un service de telle marque plutôt que de telle autre. Et donc cette capacité de la marque constitue ce qu'on appelle un capital marque, qui peut être appréhendé par différence. Éventuellement, c'est une des approches sur lesquelles on reviendra, entre l'évaluation d'un produit sans le nom de la marque, et puis ce même produit avec un nom de marque. Quelle va être la différence de volume et de prix de vente entre ces deux situations? Et donc, la conclusion de cette étude va nous permettre d'identifier si la marque apporte
une valeur supplémentaire au produit, et c'est tout ce que je vous souhaite, ou bien au contraire de lui retrancher de la valeur, puisque une marque n'a pas toujours des effets uniquement favorables. Et donc, 2 petits exemples pour ça. Dans le domaine du jus de fruits, les jus de fruits innocents, par exemple, sont voilà, une proposition de produits avec ce jus de fruits frais, présenté dans des petits contenants, très identifiés et qui sont vendus à des prix bien supérieurs aux jus de fruits frais pressés dans le magasin que vous rencontrez également. Donc voilà une manière pour Innocent, par exemple, d'apporter un surcroît de valeur à ce jus de fruits. Et puis l'exemple caricatural inverse, c'est la salade du McDonald's. Quelle est la valeur que vous apportez à la salade et à la proposition de crudité de McDonald's? Ce n'est pas tout à fait le schéma et l'attente que vous avez en tant que consommateur vis-à-vis de la marque. Et donc, il peut y avoir un côté dégradé dans la vision du consommateur du fait que la marque n'est pas en phase avec le produit ou le service apporté. Valeur de marque et RSE, existe-t-il un lien? Donc ça, c'est une question vraiment d'actualité et je crois que l'exemple de Fago est assez intéressant là-dessus également. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la responsabilité des marques en matière de durabilité, d'éthique, de responsabilité sociale, c'est de plus en plus important dans la perception du public et donc dans cette capacité à créer des surcroîts de vente ou à vendre à un meilleur prix. Ça représentait 45% de la réputation selon une analyse Kantar en 2023. C'est une tendance en très nette croissance. Donc voilà, il y a un enjeu et un lien de plus en plus fort entre valeur de marque et RSE. Néanmoins, le lien, il n'est pas toujours nécessaire et ce n'est pas automatique. Un bon score RSE n'est pas nécessaire pour créer de la valeur de marque. En revanche, c'est un vrai accélérateur pour lui donner de la valeur. Et attention ensuite au mauvais message. Un message RSE, il a d'autant plus d'impact qu'il est crédible, qu'il est aligné, qu'il est démontré. Et là, on va avoir vraiment un effet booster, accélérateur de la valeur de marque et puis de la reconnaissance et de la confiance que vont lui apporter les consommateurs. Alors, oui. Du coup, comment déterminer la valeur d'une marque? Alors, comment faire? Une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qui donne de la valeur et comment faire? Alors, les méthodes d'évaluation, et donc je ne prétends pas faire de vous des experts en évaluation de marque à l'issue de ce webinaire, mais néanmoins de vous donner un petit peu des réflexes et des points de repère par rapport aux approches possibles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière d'évaluation de marque, aujourd'hui, les méthodes mises en œuvre sont issues des méthodes d'évaluation d'entreprise. Et donc, pour ceux qui sont peut-être un peu plus familiers de ces sujets, vous allez retrouver beaucoup de similitudes, mais avec également des particularités pour bien se focaliser sur cet objet particulier, la marque. Avec 2 grandes familles de méthodes d'évaluation, les approches intrinsèques. Donc, je vais regarder à partir des éléments de rentabilité et de risque propres à la marque, ce qui va lui apporter de la valeur. Et puis, 2e famille, je vais avoir les approches analogiques où je vais me comparer, je vais évaluer ma marque par référence à des marques comparables dont je connais déjà la valeur. Et donc, ces 2 grandes familles cohabitent, travaillent bien ensemble. Et puis, peut-être un petit mot de conclusion par rapport à cette présentation de ces familles et de champ des possibles, c'est que bien souvent, pour avoir une bonne évaluation de marque, il est préférable de mettre en œuvre plusieurs méthodes, de faire du recoupement, et plus les valeurs se recoupent, plus on est dans le vrai, plus on s'approche de quelque chose qui tient bien la route. Si vous avez des valeurs qui ne se suivent pas et qui donnent des résultats très différents, il y a nécessairement un problème dans la manière d'appréhender la valeur de la marque. Je descends dans un peu plus de détails. Au sein de la première famille, donc les approches intrinsèques, le premier niveau, le niveau entre guillemets un peu zéro, mais qui est une première manière d'appréhender ce que vaut la marque, c'est la méthode de reconstitution des coûts historiques. Le principe, c'est tout simplement d'essayer de retrouver toutes les dépenses que j'ai engagées pour créer la marque, la protéger, faire en sorte qu'elle gagne en notoriété, qu'elle soit reconnue. La création et puis l'entretien. Et donc, je vous ai mis une illustration. Quelles sont les dépenses de marketing que j'ai engagées pour développer la notoriété? Quels sont les coûts de conception, de dépôt? Quel est le coût chargé du responsable marketing
à hauteur du temps passé à travailler le développement de la marque. Donc, vous voyez, là, on va en fait se poser la question de tout l'effort d'investissement et d'entretien de la marque que j'ai engagée depuis son origine. Et est-ce que c'est peut-être à ce moment-là qu'on va se dire que c'est pas forcément le titulaire de la marque qui a supporté ces coûts-là? Tout à fait. C'est l'occasion à ce moment de faire ce lien qui est important et de se poser la question du propriétaire économique versus juridique de la marque. Et c'est pour ça que cette méthode, elle présente également un intérêt particulier. Néanmoins, je vous alerte tout de suite sur différents points d'attention. Cette méthode, elle est intéressante, mais dans la pratique, la mettre en œuvre pour des marques plus anciennes, c'est compliqué. Ça demande un travail parfois d'archéologie, quand on va remonter vraiment des années et des années avant. Ça ne tient pas forcément compte de l'évolution de la marque au cours du temps. La marque, c'est quelque chose de vivant, ça évolue au gré de l'évolution de la société, du contexte dans lequel elle est exploitée et reconnue par ses consommateurs. Et puis, ça ne tient pas compte non plus du positionnement actuel dans le contexte de marché. Donc, en fait, il y a des éléments qui rendent difficile et insuffisante le recours à cette méthode. Donc, c'est une méthode intéressante pour des créations récentes. C'est un premier élément intéressant. C'est également une référence par défaut lorsque je n'ai pas la capacité à aller chercher des approches plus élaborées. Mais attention, tout ça, c'est quand même limité. Se poser la question de combien j'ai dépensé et la valeur, c'est ce que j'ai dépensé, c'est quand même régulièrement très réducteur. Ce n'est pas parce que j'ai dépensé à tort et à travers que j'ai créé de la valeur. Donc vraiment, un grand point d'attention à cela. C'est un premier niveau de réflexion et d'analyse, mais il est bien souvent, pour ne pas dire tout le temps nécessaire, d'aller mettre en œuvre d'autres approches. Une deuxième proposition qui en est directement dérivée de la première, la méthode des coûts de remplacement. Alors, je vous l'évoque rapidement, elle est, je crois, assez simple à comprendre. L'idée est de se dire, finalement, plutôt que d'aller rechercher tous les coûts de développement historique pour voir quelle est la valeur aujourd'hui de la marque, on va se poser une autre question qui est de se dire, si je devais demain reconstruire la marque dont je dispose aujourd'hui, quel est l'effort qu'aujourd'hui je serais amené à engager pour recréer toute cette notoriété, cette protection juridique et cette reconnaissance vis-à-vis de mes consommateurs. Et donc là, on va avoir des ponts évidents en termes de méthode avec la première, mais on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus fin, où on va analyser vraiment le positionnement actuel et ce que l'on souhaite incarner dans l'esprit du consommateur. Donc c'est une référence plus intéressante que les coûts historiques, en particulier pour les marques anciennes. Et ça prend en compte l'inflation, du coup. Et naturellement, ça prend en compte l'inflation, qui a été un sujet très important dernièrement. Tout à fait. Donc c'est, à plus forte raison, important de regarder ça. Alors, une troisième méthode, toujours intrinsèque, là on est vraiment dans la question de se dire, la marque que j'exploite, que je possède, qu'est-ce qui fait sa valeur d'après les éléments que je connais qui lui sont propres, avec la méthode du surprofit. Alors, pour les personnes qui fréquentent l'évaluation d'entreprise depuis longtemps, la méthode du surprofit, c'est une méthode qui est utilisée depuis très longtemps en évaluation d'entreprise pour évaluer les goodwill, donc de manière générale, ce qu'on appelle aussi les fonds de commerce. Et donc, dans ces contextes-là, on a une méthode des surprofits. L'idée étant de mesurer la capacité de l'entreprise à générer un surcroît de profitabilité, et donc, au cas particulier, de se poser la question de la création d'un surcroît de rentabilité par l'effet de la marque. Ce qui va donner lieu alors je vous ai mis des petites illustrations pour essayer de concrétiser un peu l'explication. L'idée étant de regarder un petit peu les niveaux de chiffre d'affaires et de rentabilité, donc mesuré ici par le résultat d'exploitation. Donc je suis capable de créer un résultat de plus de 100 000, plus 250 000, plus 230 000 sur les 3 dernières années. Et en face de cela, j'avais investi 1 million d'euros. Et donc, je vais considérer la rémunération normale du million d'euros investi. Donc, j'ai estimé ici à 15%. Et donc, la rémunération normale, le résultat en fait attendu par l'investisseur qui a mis ce million d'euros à l'origine, était de l'ordre de 150 000 euros par an. Et donc, cette rente de survaleur va être déterminée par différence entre le résultat d'exploitation réel et puis cette attente compte tenu du capital investi à l'origine. Ça nous donne une rente de survaleur. Et puis ensuite,
on va mettre en place un calcul de capitalisation. L'idée étant de se dire combien de temps est-ce que je vais être capable de poursuivre la création de ce surprofit année après année. Généralement, on considère une durée de 3 à 7 ans sur cet aspect-là pour tenir compte de l'effort de réinvestissement important à réinjecter dans la marque. Et donc là, je vous passe les calculs de capitalisation, mais je vous présente une proposition à 257 000 euros au global, donc pour vous présenter un peu la mécanique générale. Donc c'est intéressant, mais comme chacune des méthodes que je vais vous présenter, aucune n'est parfaite. Il faut à chaque fois se poser la question de la capacité de la méthode à refléter la marque en particulier que je souhaite évaluer. Et donc là, notamment, on a un point d'attention sur la mesure de la rentabilité excédentaire. Est-ce que je suis capable de projeter de manière suffisamment fiable le résultat d'exploitation et donc le surcroît de profit à l'avenir que je vais être capable de générer? Eh bien, dans certaines situations, quand j'ai un business établi avec une certaine maturité de l'entreprise, je peux être capable d'avoir une évaluation suffisamment fiable. Dans d'autres situations où on est en plein pivot du business model, où on est en pleine création, plein développement, ça peut être beaucoup plus compliqué et inadapté. Donc attention à ça. Et puis le deuxième point d'attention, il est lié à l'histoire même de cette méthode. Qu'est-ce qui, parmi ce surprofit, est véritablement attribuable à la marque? C'est une vraie question, une question très importante. En fait, dans cette méthode, on va avoir tendance à surévaluer un peu la marque puisqu'on n'a pas à ce stade distingué qu'est-ce qui fait la valeur de la marque de ce qui fait la valeur d'un certain nombre d'autres éléments incorporels de l'entreprise. Je pense à la localisation, donc avec tous les éléments autour du droit au bail, peut-être des dessins et modèles, des brevets qui vont également être déposés et contribuer à la protection générale de l'activité. Et donc, il va y avoir un travail complémentaire pour redécomposer au sein de cette valeur celle qui est véritablement attribuable à la marque. Donc voilà, intéressant comme méthode pour appréhender de manière globale la valeur de la marque. Intérêt également dans sa mise en œuvre puisque ça nécessite peu de données externes. D'autres méthodes sont plus difficiles à mettre en œuvre pour l'accès aux données. Donc là, c'est relativement simple à mettre en œuvre. Par contre, une vraie limite sur la capacité ensuite à l'issue à distinguer le surprofit attribuable à la marque versus aux autres éléments incorporels. Nous avons ensuite une méthode que j'aime beaucoup pour expliquer ce qui fait la valeur d'une marque, qui est la méthode du différentiel de prix, qu'on peut utiliser également pour les différentiels de volume. Là, on est vraiment dans une méthode très en lien avec ce que je vous expliquais sur le capital marque, avec un effet prix, un effet volume. C'est une méthode qui, en fait, va chercher à mesurer la différence d'activité entre des sociétés qui fabriquent des produits similaires, l'une avec marque, l'autre pas. Donc en fait, on va chercher à mesurer l'écart de prix payé par le consommateur entre deux produits similaires, l'un avec, l'autre sans la marque. Et donc, l'objectif de cette méthode, c'est de distinguer le supplément de volume ou de prix, ou les deux, qui est créé avec des produits ou des services similaires. Je vous ai mis une illustration à nouveau avec une société avec marque qui réalise des volumes croissants, 1000, 1100, 1200 produits vendus par année, et cette société sans marque à côté qui réalise les mêmes volumes de vente. Et en revanche, la société avec marque ici permet de vendre ses produits, ce même volume de produits, avec un prix unitaire moyen supérieur à la société sans marque, permettant donc de dégager un surcroît de chiffre d'affaires et une meilleure marge. Donc une meilleure génération de trésorerie qui est à la fin ce qui fait la valeur, c'est la capacité à générer de la trésorerie. Et donc par différence entre ce flux de trésorerie de la société avec marque et sans marque, je vais pouvoir identifier un flux de trésorerie excédentaire que j'attribue à la marque, duquel je vais déduire les flux de dépenses relatifs à l'entretien de cette marque. Donc voilà un petit peu la manière de faire, et puis le tout est actualisé pour en avoir la valeur à aujourd'hui, donc je vais tenir compte également de l'effet temps et de l'effet risque d'exploitation. Donc c'est une méthode assez intéressante,
mais qui nécessite d'identifier une société sans marque dans un univers comparable, ce qui n'est pas toujours facile. C'est une méthode qui est très appréciée pour les produits de consommation courante, où on a vraiment des panels de produits comparables importants et une capacité à accéder à de l'information, donc notamment tous les produits vendus en grande distribution, généralistes ou spécialisés. C'est une méthode qui se prête bien pour ce type d'univers. Et est-ce que du coup, parce que dans l'agroalimentaire, on peut avoir des usines qui fabriquent leurs propres produits et puis qui fabriquent sous marque blanche. Du coup, on peut aussi l'utiliser finalement en données internes, comparer le prix des produits qu'on vend sous notre marque avec le prix des produits marque blanche. Alors, tout à fait, et c'est même la situation idéale, puisque là, on a vraiment accès à toute la donnée qui permet de mettre en œuvre ce travail, et puis avec des produits où on le sait pour l'avoir produit, que le produit a les mêmes qualités objectives. Donc là, on a vraiment une capacité à mesurer ça finement et en ayant accès à la donnée. Donc c'est vraiment le cas idéal pour le mettre en œuvre. Donc, produits consommation courant, je reprends mes notes un instant. Attention, par contre, dans les limites, il y a également des surcroîts de valeur qui peuvent être associés aux emballages. Je pense notamment à la pomme-pote. Pour être parent de jeunes enfants, vous avez sans doute déjà vu des différences de prix entre la compote vendue au kilo ou bien dans un emballage prêt à consommer par le jeune enfant pour un goûter. Et donc on a un surcroît de valeur également apporté par l'emballage qui peut lui expliquer un écart de prix sans lien avec la marque, mais juste avec la commodité de l'emballage. Donc attention à ces différences qu'il peut y avoir. Je vous cite un exemple, mais il peut y en avoir plein d'autres. Maintenant, au sein des méthodes analogiques, donc là, je vais me comparer. Donc, je vais me comparer avec des marques équivalentes dont je sais qu'elles ont fait l'objet d'une transaction récemment. Et donc, je vais aller regarder les paramètres de la transaction qui a été réalisée. Dépendamment du prix payé et du volume d'affaires réalisé sous cette marque, je vais pouvoir en déduire un multiple implicite. Et donc, savoir combien de fois le chiffre d'affaires ou la rentabilité, cette marque a été cédée et estimer par comparaison la valeur de ma marque. Donc, par exemple, je sais que la marque X a été vendue à 2 millions d'euros pour une activité qui génère 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle a été donc cédée pour 0,2 fois son chiffre d'affaires annuel. Et donc, si je veux, à partir de cette information, évaluer la valeur de la marque Y, qui, elle, génère 5 millions d'euros, je vais appliquer ce multiple de 0,2 fois 5 millions. Ma marque Y vaut donc 1 million d'euros. Voilà un peu la mécanique de cette approche comparable. Une méthode intéressante, mais la difficulté ici, c'est vraiment d'obtenir des informations fiables et pertinentes sur les transactions identifiées. Donc, en tant qu'évaluateur, on va chercher des bases de données financières spécialisées pour aller retrouver ces informations. Attention également à la question de la pertinence de la comparaison entre deux marques. On n'a pas deux marques parfaitement comparables. On peut néanmoins aller chercher des comparaisons raisonnables, mais il faut vraiment se poser la question de la capacité d'une transaction à refléter la valeur de la marque qui m'est propre. Voilà. Donc une méthode qui peut être difficile à mettre en œuvre en pratique du fait de la difficulté d'aller chercher la bonne information et puis d'avoir une marque suffisamment analogue. Elle permet quand même de donner un ordre de grandeur. Elle est assise sur des données de marché, ce qu'on aime beaucoup en tant qu'évaluateur, de se dire, en fait, quelqu'un a été d'accord de payer ce niveau de prix pour cette marque. Et donc, ça permet de conforter par une transaction les données obtenues par d'autres méthodes. Donc, pour ça, c'est quand même assez intéressant. Et nous avons maintenant la méthode des redevances actualisées qui est peut-être la méthode reine aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai souhaité finir par ça, qui est assez proche de la méthode des flux de trésorerie actualisés en matière d'évaluation d'entreprise. La logique est la même, et puis avec un focus particulier sur les flux de trésorerie associés à la marque. L'idée ici est de s'appuyer sur cette possibilité de licencier la marque. Le détenteur de la marque peut la licencier, ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, et obtenir une rémunération au travers de redevances. Et donc, dans cette méthode, la valeur de la marque va être appréhendée par la valeur actuelle, la somme actualisée des redevances futures que peut percevoir le propriétaire de la marque.
déduction faite des coûts qu'il aura engagés pour entretenir la marque et la défendre. Et donc, avec un petit exemple, vous avez ici un chiffre d'affaires moins des coûts d'entretien, année par année, qui me donne un chiffre d'affaires net de coûts d'entretien, sur lequel je vais appliquer un taux de redevance de 4% dans mon illustration, et donc toucher des redevances qui s'accroissent avec le temps, avec la hausse des volumes d'affaires. Et donc, je vais actualiser ces valeurs-là, tenant compte de l'effet temps et puis du risque associé à l'exploitation de cette marque, qui reflète l'incertitude sur les résultats futurs, pour déterminer la valeur de la marque. Donc, quelques points d'attention encore et toujours. La difficulté à déterminer un taux de redevance approprié sur la base d'un panel. Alors, là-dessus, à nouveau, on a des bases de données financières qui permettent d'accéder à des comparables de marché issus de transactions ou issus d'autres situations particulières et qui permettent d'avoir une capacité à se comparer et d'objectiver le taux de redevance appliqué. Et puis ensuite, les autres points sont vraiment liés aux problématiques habituelles de projection d'activité. Donc un chiffre d'affaires prévisionnel, est-ce que je suis capable de le faire de manière suffisamment fiable et précise, ou est-ce que cela relève vraiment de la prestidigitation? Voilà, il faut vraiment avoir une capacité à prévoir et à asseoir des prévisions de manière suffisamment fine et fiable pour mettre en œuvre cette méthode. Pardon, vas-y. Donc c'est une méthode très répandue, selon moi très intéressante, mais attention à éviter les fourchettes trop larges de valeur, et puis attention à bien capter l'ensemble des dépenses engagées pour l'entretien de la marque. Et juste être un petit point, toutes ces méthodes-là, c'est des méthodes qui sont utilisées par l'administration fiscale, notamment lorsqu'on a des opérations de cession qui vont porter sur une marque, alors qu'on soit sur une cession vers un tiers, mais c'est rarement ce qu'elle va venir challenger. L'administration fiscale, elle va plutôt venir challenger les valeurs que vous avez retenues lorsque vous allez céder une marque parce que vous êtes le dirigeant, vous l'avez déposée, vous allez la céder à la holding, ou alors parce que vous allez faire des opérations de réorganisation au sein du groupe qui vont toucher ces marques-là. Donc, toutes ces méthodes sont reconnues comme étant des méthodes pertinentes par l'administration fiscale. Pour autant, ça n'empêche pas qu'il faudra justifier de celles que vous allez retenir. Et que, typiquement, dans les cas où on va être dans des situations où finalement le titulaire s'est contenté de déposer la marque, mais que toute la valeur a été développée par une autre société, et bien finalement, on pourrait presque se dire, et encore une fois, je ne vais pas donner une solution qui s'applique à tous les cas, mais dans certaines situations, on pourrait se dire, lorsque le titulaire va céder la marque, potentiellement, la méthode de la reconstitution des coûts historiques, c'est peut-être la plus pertinente parce que lui n'a rien fait pour donner de la valeur, il n'a fait que déposer la marque. Potentiellement, il a peut-être payé les frais de dépôt de la marque. Et encore, il est même possible qu'au moment où il l'ait déposé, ce soit une autre société qui ait supporté ces coûts-là. Donc voilà, c'est des méthodes qu'on va pouvoir utiliser pour justifier d'une valeur de cession que l'administration va entendre. Pour autant, il faut à faire attention à la manière dont on les utilise et pouvoir justifier de pourquoi telle méthode a été retenue par rapport à une autre. Et alors maintenant, quelle structuration envisager et pourquoi? Ouais. Et donc là, c'est la dernière partie. Alors, je vois qu'il nous reste 15 minutes. Je vais essayer d'aller vite, mais pas trop vite pour qu'on puisse avoir le temps des questions au besoin, mais pas trop pour vous permettre de répondre. Les questions qu'on nous pose, ça peut être, en fait, qui va déposer la marque et qui doit la déposer. Donc, la première situation, c'est est-ce que finalement la marque, le fondateur ou le dirigeant de l'entreprise peut la déposer en son nom propre. C'est le cas où on va être dans des startups où on se dit au début, en fait, je dépose en mon nom propre parce que c'est plus simple. L'objectif d'un dépôt par le fondateur, donc la personne physique, c'est que finalement, cette personne-là va pouvoir conserver un contrôle total sur la marque, son évolution et son utilisation. Si elle est déposée par une personne physique, cette personne-là, lorsqu'elle va donner le droit à une société d'exploiter la marque ou à un autre tiers, soit parce qu'elle va lui donner une licence, soit parce qu'elle va lui céder la marque, eh bien, on va pouvoir tirer des revenus de l'exploitation. Donc, ça veut dire que le fondateur va pouvoir facturer potentiellement des redevances à la société qui exploite la marque. Et ça va aussi permettre au fondateur, le jour où il veut
un peu augmenter le capital de son entreprise, d'envisager d'apporter la marque à la société. Donc là, on peut se dire ça peut être une bonne solution, effectivement, si le dirigeant, le fondateur de l'entreprise souhaite tirer des revenus ou pouvoir tirer une valeur de la marque. C'est vraiment dans ces objectifs-là qu'on va se dire le fondateur dépose la marque. Pour autant, il y a des prérequis, et c'est en lien un peu avec le tableau qu'on a vu avant sur le qui fait quoi. C'est-à-dire que le fondateur, il doit assumer toutes les fonctions stratégiques qui sont liées à la marque et à son développement, et il doit financer le développement et la protection de la marque. Donc ça veut dire que le fondateur, c'est lui qui va payer les frais de dépôt, c'est lui qui va payer des frais de marketing, c'est lui qui va encourir les coûts qui sont liés au développement de la marque, et c'est lui qui va décider comment la marque évolue et sur quel produit ou service elle peut être apposée. Ça, c'est le premier, on va dire, prérequis opérationnel. Le deuxième, c'est que les modalités de rémunération pour l'exploitation de la marque doivent être économiquement justifiées. Si je dépose une marque que je considère qu'elle a de la valeur et je vais la donner en licence à une société que j'ai créée, je dois pouvoir justifier auprès de l'administration du taux de redevance qui va être retenu. À défaut, l'administration pourra considérer, si par exemple je la mets à disposition à titre gratuit, va considérer que j'ai consenti une libéralité à une société et donc me redresser à ce sujet-là. Si je cède à une valeur qui est inférieure à la valeur de marché alors que c'est moi qui ai développé vraiment toute la marque, l'administration pourra considérer même chose qu'il y a une libéralité. Et si je prends l'exemple de la cession, la libéralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez cédé votre marque 100 alors que sur le marché, elle en valait peut-être 400, l'administration fiscale va pouvoir venir voir le cédant et considérer qu'il aurait dû déclarer 300 de revenus en plus, et donc on va avoir une rectification au niveau du cédant. Je vous passe les pénalités qui pourraient être appliquées. Et puis du côté de la société, l'administration va considérer que la société a bénéficié d'une libéralité. Une libéralité, c'est un don, donc ce sont des revenus. Et donc la société, certes, a acquis à 100, mais en fait aurait dû s'acquitter d'un prix de 400. Elle a eu donc une réduction de prix qui n'est pas justifiée de 300, et donc elle est imposable, elle aussi. Donc on va se retrouver dans une situation où non seulement le dirigeant va pouvoir être imposé, mais en plus, la société ne va pas pouvoir déduire une charge complémentaire. A contrario, elle va devoir reconnaître un produit additionnel. Donc, ce n'est pas sans exigence. Si on est dans cette situation-là, c'est tout à fait possible, mais il faut pouvoir justifier des prix qui vont être retenus. Les limites, la première limite, c'est une limite juridique, c'est ce qu'évoquait Cécile en amont, c'est-à-dire que le tiers exploitant de la marque ne pourra pas agir de manière autonome pour protéger ses intérêts sur la marque. Il va falloir que le fondateur qui va donner la licence de marque agisse concomitamment à la société. Donc on pourra avoir des restrictions. Et puis c'est surtout que si demain, pour X ou Y raison, on a un contentieux entre le fondateur et la société, eh bien, la société n'est pas propriétaire de la marque et donc le fondateur pourra cesser, mettre un terme au contrat de licence. Donc ça, c'est un problème qui va potentiellement obérer la capacité de la société à continuer son activité. Et du coup, mini précision, mais d'ailleurs, quand on a le cas des fois, quand il y a un contentieux judiciaire, le fondateur, il n'est pas au courant non plus que du coup, il va être assigné personnellement. Donc, s'il y a une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, donc vraiment sur les frais d'avocat et tout ça, il peut être condamné solidairement. Donc, c'est pas anecdotique pour lui non plus, quoi. Or, faisant le lien par rapport à ce qu'on s'est dit avant, si demain la société croit à besoin d'un financement ou parce que le dirigeant décide de céder la société, il est très probable que les financeurs ou les acquéreurs exigent que la marque soit localisée dans la société, justement pour garantir la pérennité de l'exploitation de la société. Et enfin, une autre limite à laquelle il faut penser, tu l'as évoqué tout à l'heure, les dépôts conjoints. En cas de dépôt conjoint par deux fondateurs, s'il y a un conflit entre les deux fondateurs, ça peut être assez compliqué à régulariser et la société peut en supporter un préjudice.
Donc voilà, c'est à anticiper. Ça peut être intéressant de déposer à deux. C'est généralement plus, on va dire, une question d'affect qu'une question juridiquement ou économiquement justifiée. Mais ça peut amener des difficultés en cas de contentieux entre les fondateurs. Et on peut faire un règlement de copropriété. Il y a plein de gens, quand ils se marient, ils prévoient comment ça se passe si ça se passe pas bien. Donc là, ça peut être pareil. Hein. Ouais. La deuxième option, qui est en fait celle que nous, on aurait un peu tendance à privilégier, c'est-à-dire que la marque, elle est déposée par la société qui l'exploite. Comme ça, la société opérationnelle a un contrôle total sur sa marque, son utilisation. Elle détient l'ensemble des actifs nécessaires à son activité et elle a une autonomie complète pour gérer et protéger sa marque. Le prérequis, c'est que la société opérationnelle doit assumer toutes les fonctions stratégiques qui sont liées à la marque et à son développement, et elle doit le financer. J'ai envie de vous dire, c'est un prérequis qu'on pose, mais qui pour le coup est quasiment implicite et qui est généralement ce qui se passe. C'est très très rare que ce soit le dirigeant qui finance le développement de la marque. Les limites, c'est que pour le coup, la société est propriétaire de sa marque. Donc, ça veut dire que le fondateur ne va pas pouvoir venir exiger une redevance en contrepartie d'une licence qu'il aurait concédée à la société. Et que s'il y a une autre société dans le groupe qui est créée dans le même groupe auquel appartient la société opérationnelle, cette société ne pourra pas non plus exploiter la marque qui est détenue par la société opérationnelle, sauf à mettre en place une licence. Donc, ce n'est pas complètement impossible, mais ça contraint un petit peu, c'est-à-dire que c'est la société qui est propriétaire de la marque qui va devoir consentir une licence à une autre société qui fait partie du groupe. Et ça veut dire que potentiellement, cette société va avoir accès à des informations sur les activités de l'autre société du groupe. Et c'est des fois des choses que les groupes cherchent à éviter pour conserver une indépendance et on va dire, une opacité entre l'activité des différentes sociétés. Et donc, le troisième schéma qui va venir répondre à cette difficulté-là, c'est lorsqu'on est dans un groupe, on va avoir une holding de tête qui détient différentes sociétés opérationnelles qui vont pouvoir exploiter la même marque. Et donc, ça permet de se dire qu'on localise dans cette société une marque qui va être exploitée peut-être sous différentes déclinaisons. On peut imaginer, je ne sais pas, une marque, je vois le logo du barreau de Nantes, ça pourrait être barreau de Nantes, activité judiciaire, barreau de Nantes, activité juridique, barreau de Nantes, fonction support. Admettons, on pourrait imaginer que chaque activité soit dans une société différente et que le barreau de Nantes exige de percevoir une redevance en contrepartie de l'utilisation de ces marques-là. Le prérequis, en parallèle avec ce qu'on vient de voir, c'est que c'est la société holding qui doit assumer toutes les fonctions stratégiques liées à la marque et qui doit financer le développement. Et en termes de limites, on se retrouve avec les limites qu'on pouvait avoir avant par rapport au fondateur qui ne pourra pas prétendre percevoir une rémunération complémentaire. Et le jour où le baron de Nantes décide de céder ses fonctions support, et je sais que la communication nous écoute, donc ne le prenez pas mal, il pourrait être requis qu'il y ait une cession de la marque en lien avec les activités fonctions support pour permettre à cette société de continuer à vivre et à exploiter son activité. Donc, on est sur les... Et j'approche parce que j'avais oublié qu'il y avait tous ces slides derrière. On vous a mis, peut-être qu'on ne va pas les descendre en détail, quelques points d'attention, parce qu'en fait, la conclusion de tout ça, c'est que nous, on nous a donné la théorie, on vous a donné qu'est-ce qu'il faudrait faire dans un monde classique dans lequel tout a été anticipé et tout a été déposé correctement. Et ce dont on se rend compte, c'est que on est assez rarement dans ces cas-là. Donc, ce qu'on vous a mis, c'est une piste sur c'est quoi l'approche pour identifier sécuriser une situation qui est inappropriée. Donc, l'approche pour identifier, c'est de vérifier un certain nombre d'éléments pour chaque marque qui est utilisée par une société, savoir qui est le titulaire de la marque, depuis quand la société exploite la marque, dans quel cadre contractuel, et qui sont les personnes qui contribuent au développement de la marque et qui ont financé le développement de la marque. Et sur cette base-là, en fonction de votre conclusion, si la société n'est pas titulaire de la marque
et que le titulaire de la marque contribue au développement de la valeur de la marque, on s'assure juste que la société paye une redevance de manière pertinente. Si le titulaire de la marque ne contribue pas à la création de la valeur, eh bien, on se pose la question de qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit ajuster nos conditions contractuelles, est-ce qu'on doit faire évoluer les choses. Et enfin, si aucun titulaire n'a été identifié, eh bien là, on retourne voir Cécile et on lui demande est-ce qu'on peut déposer notre marque et la protéger, est-ce que ça serait pertinent. Et le dernier slide, si la société est titulaire de la marque, là c'est un petit peu plus simple. Si elle contribue de manière exclusive à créer la marque et à financer, eh bien, on s'assure que la société ne paye pas de redevance à quelqu'un d'autre, puisque ça serait complètement inapproprié. Et si elle ne contribue pas exclusivement à la création de la valeur de la marque ou à son financement, même chose, on identifie qui fait quoi où et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer la situation. Et la conclusion est sur le slide qui suit, c'est-à-dire qu'on vous propose une grille d'analyse qui est commune à l'ensemble des situations, mais malheureusement, ou heureusement, parce que sinon ça serait un peu triste, il n'y a pas de solution de sécurisation qui soit unique. Chaque situation doit être analysée au regard des spécificités de l'activité, de l'organisation qui est en place à la date de laquelle vous faites l'analyse, de l'organisation cible, parce que l'idée, c'est pas de mettre en place quelque chose que vous allez déboucler dans 3 mois parce que vous allez changer votre organisation, et des perspectives de développement de l'activité. Et je crois qu'on a fini. Il n'y a pas de questions dans le chat. Enfin, il y en a eu une qui a été qui est partie, abordée avant, ouais. Je crois. Ouais. Me semble-t-il, ouais. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il nous reste 3 minutes officiellement. On a un petit peu de temps, je pense, de notre côté pour rester si jamais il y avait les débats se prolonger. Donc, n'hésitez pas à poser votre question. On n'est pas très nombreux, donc si vous voulez enlever votre micro et poser votre question directement, n'hésitez pas. Je pense que ça devrait fonctionner. Merci. Non, pas de questions. On a été si clair que ça. Si peu clair qu'il n'y a pas de questions. Exactement. Je préfère voir le côté positif. Bon, en tout cas, on reste en ligne quelques secondes complémentaires si besoin, mais merci beaucoup à vous tous. Merci à Samuel pour sa présence chez les avocats, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis voilà. Et on vous enverra les slides. Voilà. Donc, si à froid, vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, on reste disponible. J'ai une petite question. Si on souhaite déposer une marque, vous pouvez nous aider à la déposer ou il faut faire appel à quelqu'un en particulier? Oui, pour Cécile. Oui, bien sûr. C'est le type d'aide qu'on propose d'accompagnement pour. En fait, l'accompagnement, l'intérêt, c'est sur les histoires de produits et services, là, les classifications. Je pense que c'est important de se poser la question. Et en fonction du nom qui vous intéresse, justement, ces sujets de est-ce que c'est descriptif, est-ce que c'est très fantaisiste, est-ce qu'on dépose, quand on fait une recherche d'antériorité, on regarde aussi en fonction de. En fait, le risque zéro n'existe pas en matière de marque. Donc, quand on fait une recherche d'antériorité, on identifie toujours quelque chose. Après, la question, c'est où est-ce qu'on met le curseur. Donc, par exemple, les dépôts en verbal, c'est ce qu'on va privilégier. Maintenant, si on a identifié qu'il y avait quelqu'un qui existait avec une marque qui ressemble un peu et qui a des éléments figuratifs, on va peut-être déposer avec un logo pour s'en départir d'autant. Voilà, il y a des questions stratégiques à mettre en place au stade du dépôt, donc ça peut valoir le coup d'être accompagné, tout à fait. Moi, je pense que c'est une question juridique quand même, donc ça peut être bien d'avoir vos conseils, quoi, votre expérience. Et la conclusion, pour avoir fait l'exercice avec Cécile, peut-être que en fait, la marque, il n'y a pas d'intérêt à la déposer en particulier. Des fois, ça arrive, ouais. Donc, ça peut être intéressant de faire cette analyse pour se dire, est-ce que ma marque, effectivement, je peux ou je ne peux pas la déposer pour savoir si elle est forte ou pas. Et après, de se poser la question, est-ce que j'ai un intérêt à la déposer? Ouais, et ça se fait. Enfin, je veux dire, il y a des avocats à Nantes qui interviennent sur le sujet, moi comprise, mais il y en a d'autres aussi. Ça, à l'occasion d'un échange téléphonique assez simple, enfin, on fixe, on se dit, bah voilà, est-ce que c'est opportun ou pas, et puis après on avance. Ça ne demande pas forcément une analyse très compliquée. D'accord. Merci en tout cas, c'était très Mais intéressant. de rien. De rien, merci à vous. Merci.
Moi, j'avais une question sur les cotitularités de marque. Vous avez parlé d'un règlement de copropriété. Du coup, il peut prévoir quoi ce règlement concrètement? Est-ce que par exemple une cession forcée, c'est envisageable, ce genre de choses ou pas du tout? En fait, tout est envisageable. Le sujet, en fait, c'est de se dire que quand on est en copropriété de marque, en fait, ça répond au régime de l'indivision. Donc s'il y a une difficulté, alors que je maîtrise, peu comme ça, d'emblée, parce que mais du coup, l'intérêt, ça va être, un règlement de copropriété va permettre de déterminer question sujet bête, par exemple, mais il y en a un des 2 qui identifie une contrefaçon de marque, comment on peut décider qu'on agit? Comment on prend les décisions ensemble? Ok. Si jamais il n'y a pas de décisions qui sont prises, comment on fait pour, laisser, alors je reparle de ce sujet de la défense de la marque, par exemple, ça veut dire, bah, on prévoit qu'il y en a un qui prévient l'autre, si en l'absence de réponse dans un délai de 2 mois, il recouvre sa liberté ou alors on décide autre chose et de la même manière, sur l'exploitation de la marque, on peut forcer à une licence, par exemple, qui serait donnée, à l'un s'il veut aller dans un domaine alors que l'autre ne souhaite pas développer. Donc en fait, on peut un peu prévoir ce qu'on veut, et par défaut, c'est l'indivision sinon. Ok. Et s'il y a un des deux cotitulaires qui décède, dans ces cas-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ben, la marque arrive dans sa succession, Ouais, les donc les héritiers, en bazars. fait, deviennent Mmh. cotitulaires aussi? Ouais, moi on a eu le cas dans un dossier et franchement, c'était un bazar sans nom, donc ça vaut le coup Bah aussi oui, dans un règlement de copropriété de dire, bah, par exemple, s'il s'avérait que, un peu comme dans des histoires de société d'ailleurs, s'il y en a un qui décède, oui, c'est bah, ça, on prévoit d'ores et déjà un mécanisme de cession avec une valorisation selon telle méthode et cetera, quoi. ok. Ah, ok, intéressant. Merci. De C'était rien. très clair. Merci. Bah, je crois qu'on s'arrête là. Merci à tous, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.